Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bonjour, je suis John Mackle Advertising et aujourd'hui on va encore parler de NordVPN. Tu te souviens de NordVPN, mon con? Oui? Laisse-moi t'expliquer quand même. NordVPN, c'est un logiciel qui protège ton trafic web privé de toute interférence externe. Grâce à lui, ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrées. Jetons-y un œil pour te rafraîchir la mémoire. Regarde, ça ressemble à ça. Ça te permet d'accéder au catalogue Netflix d'autres pays et tu peux même l'utiliser sur tous tes appareils. Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même certaines Smart TV. C'est bon, tu vois? Tu serais tellement perdu sans moi. L'autre chose à savoir sur NordVPN, c'est qu'il est hyper rapide. 5500 serveurs dans le monde t'assurent une protection sans faille, le tout sans ralentir ta connexion. C'est pas beau ça? Et NordVPN est simple d'utilisation. Un clic et t'es connecté. Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur informatique. Sauf si tu sais pas ce que c'est qu'un clic. Non là y a pas grand chose que je puisse faire pour toi mon con. Passons à la mise en pratique. T'es en dehors de chez toi et soudain t'as envie de te connecter à un wifi public et non sécurisé. Quelle erreur, tu mets toutes tes données en danger. T'es un vrai ouf malade toi. Pour être sûr de bien protéger tes données au moment de te connecter à ce genre de wifi du démon, lance ton VPN préféré. NordVPN, t'as compris? En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à moins 70% sur l'abonnement de 2 ans, soit 2,85€ par mois. Et cerise sur le gâteau, je te fais un mois gratuit. Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher. Que demander de plus? De rien ma gueule. Le futur c'est très sympa, mais la mode est un peu chelou. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on part sur du lourd. Non seulement on va parler de Retour vers le futur partie 2, mais en plus j'ai des bouquins à vous faire gagner grâce aux éditions Flamival. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez c'est parti. Retour vers le futur égale beaucoup d'argent. Du coup, suite. Je schématise un peu. Si Steinberg et Universal n'ont en effet pas franchement l'intention de laisser dormir la poule aux œufs d'or que représente cette potentielle saga. Mais Zemeckis, lui, il n'est pas enthousiaste à l'idée de revenir à cet univers. Pour cause, Zemeckis déteste les suites. Pour lui, les suites, c'est de l'anti-cinéma et une preuve de paresse de la part de studios bien plus intéressés par un retour sur investissement facile que par l'art cinématographique en lui-même et la prise de risque qu'il implique. Ah, quel petit rebelle ce Zemeckis. Le problème, c'est que Retour vers le futur, c'est la propriété d'Universal. Du coup, Steinberg fait comprendre à Zemeckis qu'une suite verra le jour avec ou sans lui. Et pour être honnête, aucune des deux situations n'enchantait vraiment le réalisateur. Si la suite était confiée à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre serait bien capable d'entacher tout ce qu'il avait mis tant de minutie à créer avec son ami Bob Gale. Mais s'il s'impliquait dans le projet, il craignait de ne pas parvenir à se hisser à la hauteur du film original. Faire aussi bien que le premier, ça paraissait compliqué. Quant à satisfaire l'ensemble des fans qui avaient tous leur propre vision de cette suite, on va pas se mentir, c'est chaud. Quoi qu'il arrive, à l'heure actuelle, les deux Bob n'ont pas franchement la tête à Retour vers le futur. Zemeckis est alors en plein préparatif de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et Bob Gale planche sur l'écriture d'une adaptation de Doctor Strange qui ne verra finalement pas le jour. Mais Zemeckis continue cependant d'y réfléchir et il se dit que s'il s'impliquait dans cette suite, il y avait moyen que les choses jouent en sa faveur. En effet, il ne fallait pas oublier que c'est Bob Gale et lui qui étaient les principaux instigateurs du succès du premier film. En jouant là-dessus auprès du studio, il pourrait négocier pour avoir les pleins pouvoirs et ainsi jouir d'une liberté artistique totale. Liberté artistique totale qui leur permettrait non pas de faire une suite paresseuse, mais de faire une excellente suite, la meilleure possible. De longue mission, c'est bien, j'aime ça. Les deux Bob acceptent donc de s'engager sur cette suite à la condition sine qua non que Michael J. Fox et Christopher Lloyd soient de la partie. Sans eux, Retour vers le futur n'avait pas de raison d'être. Fort heureusement, les deux acteurs qui avaient adoré travailler sur le premier sont partants pour remettre ça, se sentant également redevables envers Zemeckis et Gale qui avaient fait d'eux des stars du grand écran. Ainsi, un deal fut conclu avec les deux acteurs pour un deuxième et même un éventuel troisième opus. Juste au cas où. C'était donc acté, Zemeckis et Gale allaient officiellement plancher sur la suite de Retour vers le futur. Sauf que Retour vers le futur ne se résumait pas qu'à Doc et Marty, et avant de se mettre à concevoir l'histoire de cette suite, il fallait être fixé sur la distribution. Ainsi, si Lea Thompson et Tom Wilson furent ravis à l'idée de reprendre leur rôle de Lorraine et Biff, les choses se compliquèrent avec Crispin Glover, l'interprète de George McFly. Pour rappel, Glover s'était avéré très compliqué à gérer sur le tournage du premier opus, et son comportement lunaire avait été la source de nombreux conflits avec Zemeckis et les producteurs. Dernier point de discorde, la fin du film. L'acteur n'aimait pas le message superficiel de cette fin, qui voyait son personnage évoluer pour devenir un homme riche. Selon Glover, la réussite n'avait rien à voir avec la richesse, et cette morale matérialiste allait à l'encontre de ses principes, ce qu'il ne manqua pas de faire savoir à l'équipe. De plus, il détestait le style de George dans cette scène finale, préférant le look qu'il arborait sur la 4ème de couverture de son roman. Il fit donc des pieds et des mains auprès de la production pour que George ressemble effectivement à ça dans la scène finale, idée qui fut rejetée par l'ensemble de l'équipe. Bref, pas facile le Glover. Du coup, les relations de travail entre Glover et l'équipe étant pas particulièrement joyeuses, Zemeckis et Gale se doutaient que faire revenir l'acteur serait une tâche ardue, et ça n'a pas manqué. Glover aurait en effet demandé un cachet d'1 million de dollars pour reprendre son rôle, soit le même cachet que Fox. Sachant qu'il avait touché 60 000 $ sur le premier film, cette augmentation semblait légèrement disproportionnée. Les deux Bob demandèrent donc à l'agent de Glover de le raisonner et de revenir avec une proposition plus réaliste, où il ferait le film sans lui. Mais l'acteur n'eut apparemment pas envie d'être raisonnable, et Gale et Zemeckis décidèrent donc d'avancer sans lui. Ils se mirent donc à réfléchir à l'histoire qu'ils voulaient concevoir comme une continuation logique et naturelle de celle du film précédent, loin de la logique des serials où le personnage principal reste désespérément constant et où il se contente de faire face à un challenge différent à chaque nouveau
film. Cette suite ne serait donc pas une simple aventure temporelle de plus, mais la continuation d'une grande et ambitieuse aventure temporelle, ce qui impliquait donc une importante rigueur scénaristique de leur part. Sauf que là tout de suite, Zemeckis doit partir tourner Roger Rabbit chez la concurrence, aux grandes dames de Sid Sheinberg qui veut que ce deuxième opus sorte au plus vite. Non mais c'est terrible d'être aussi impatient, Sid. Une date de sortie est ainsi fixée à l'été 89, et après avoir mis au point les grandes lignes de l'intrigue avec Bob Gale, Zemeckis le laisse se charger de l'écriture pendant qu'il tourne son nouveau long métrage. Le premier jet du scénario voyait donc Doc et Marty partir dans le futur tel qu'annoncé à la fin du film original, puis revenir dans les années 80 pour ensuite repartir dans les années 60 où ils interagiraient avec une Lauren McFly hippie manifestant contre la guerre du Vietnam et un George McFly devenu professeur à l'université. Car pas de Crispin Glover ne signifiait pas forcément pas de George McFly, et les deux Bob avaient toujours un infime espoir que Glover revienne à la raison. Sauf qu'après avoir lu ce premier jet, Zemeckis se dit qu'il avait probablement moyen de faire mieux et de pousser le concept encore plus loin. Le voyage temporel offrait en effet une opportunité narrative unique et extrêmement ludique, celle de revisiter le premier film sous un angle nouveau. Et c'est ainsi qu'il fut décidé qu'en lieu et place des années 60, une période de troubles jugée beaucoup trop sombre par Zemeckis, Marty et Doc reviendraient en 1955. Une idée qui ne manqua pas d'enthousiasmer Bob Gale, qui se remit au travail. Et donc, le 8 septembre 1988, Gale mit un point final à son traitement de 165 pages pour cette suite nommée Paradox, dont l'acte 3 prenait effectivement place en 1955, avant de repartir encore plus loin dans le passé, pour un acte 4 sous forme d'hommage au western, genre particulièrement apprécié par Zemeckis. Et auquel il avait d'ailleurs déjà rendu hommage dans le prologue de la poursuite du diamant vert. Sauf que cet acte 4, il paraissait bâclé. Tout allait trop vite, et le fait d'introduire une nouvelle temporalité ainsi que toute une galerie de personnages à la fin du film semblait être une approche narrative maladroite. Gale s'employait donc à retirer le maximum d'éléments superflus pour simplifier cet acte 4, mais il réalisa bien vite qu'il n'était pas en train de couper des éléments avec finesse. Il était plutôt en train de charcuter sa race à de nombreuses idées pleines de promesses, massacrant le script sans aucune pitié, script qui, du coup, ne ressemblait plus à grand chose. Gale avisa donc Zemeckis de la situation, et ce dernier lui conseilla d'adopter l'approche inverse, ne pas couper d'éléments dans la partie western, mais au contraire la développer. Résultat, un énorme manuscrit de 230 pages. Et si Zemeckis et le producteur Neil Canton furent ravis du résultat, Gale était quant à lui plus lucide quant à la faisabilité, ou plutôt l'infaisabilité d'un tel projet. Pour vous donner un ordre d'idée, 230 pages, c'est environ 3h50 de film. Ça fait beaucoup. Pour Gale, il n'y avait qu'une seule manière de faire en sorte que Paradox voie le jour, c'était de couper le script en deux et de faire non pas une, mais deux suites. Sauf que le studio, ce n'était pas ça qu'il attendait. Sheinberg n'avait commandé qu'une suite et il serait donc présomptueux d'en pitcher deux. Il décida donc d'être raisonnable et de diminuer le nombre de pages à 157. Ce qui équivaut quand même à 2h37 de film. Arrive alors la réunion avec d'un côté les deux Bob et leurs producteurs et de l'autre Sid Sheinberg et les cadres du studio. Et ça se passe mal. Malgré les coupes, le budget de cette suite extrêmement ambitieuse est estimé à 60 millions de dollars et c'est juste hors de question pour le chef du studio. Suite à cette super réunion de l'ambiance, Gale et Zemeckis décident de tenter le tout pour le tout et de proposer deux suites, se disant que deux films à 35 millions de dollars chacun est bien plus raisonnable qu'un seul à 60 millions. C'est donc Steven Spielberg qui prit la responsabilité d'aller pitcher cette idée à Sid Sheinberg en insistant de 1 sur le fait que les deux suites seraient tournées coup sur coup, ce qui serait bien plus pratique en termes de logistique que de chercher à réunir de nouveau l'équipe des mois plus tard, et de 2 sur le fait que lorsque le deuxième film sortira, le public serait aux anges à l'idée d'apprendre que le troisième était déjà quasiment prêt. Ainsi, Sheinberg se laissa convaincre et fin janvier 89, ce fut officiel, de suite à Retour vers le futur allait voir le jour. La production fut donc lancée et Zemeckis fit appel à quelques vétérans du film original, à savoir le directeur de la photographie Dean Cundey, les monteurs Arthur Schmidt et Eric Keramidas et le compositeur Alan Silvestri. Concernant la direction artistique par contre, Lawrence J. Paul ne ferait pas son retour et fut remplacé par Rick Carter qui avait pas mal de pain sur la planche. Ah, toute une boulangerie même. Sur la to-do list de Carter, il fallait recréer les décors du Hill Valley de 55 tels que vus dans le premier film, créer le Hill Valley du lointain futur de 2015 et créer une version sordide du Hill Valley de 85, le fameux Beforifique. Le gros challenge étant d'apporter des visions nouvelles et originales tout en étant cohérentes avec ce qui avait déjà été établi dans le premier film. Le nombre de décors à concevoir était tout simplement énorme, ce qui annonçait donc un projet visuellement très ambitieux, et pas mal d'insomnie pour Rick Carter. Sans surprise, c'est le Hill Valley du futur qui posa le plus gros défi à l'équipe artistique, car contrairement aux autres décors, il fallait tout inventer. C'était un pur travail de création en partant de zéro. Heureusement, de nombreuses pistes étaient déjà présentes au sein du script, lequel contenait des idées toutes plus folles les unes que les autres. Petit détail qui a son importance, il faut savoir que Zemeckis déteste les films qui se passent dans le futur. Cette séquence constituait donc le passage obligé de l'histoire, car il avait été teasé à la fin du film précédent, mais c'était aussi celui qui enthousiasmait le moins son réalisateur. Mais un autre gros challenge attendait l'équipe. En effet, il fut rapidement décidé que Michael J. Fox allait incarner plusieurs rôles dans le futur, à savoir ceux de ses enfants et celui de leur père, un Marty de près de 50 ans. Ainsi, il y aurait des scènes où 3 Fox devraient se donner la réplique. Même chose concernant Tom Wilson et Christopher Lloyd, où leur version jeune croiserait parfois à de multiples reprises leur version plus âgée. Pour ce faire, un système de caméra en motion control nommé VistaGlide Motion Control System fut conçu par Ken Ralston à ILM, permettant d'enregistrer des mouvements de caméra complexes sur une prise et de les répéter à l'identique autant de fois que nécessaire. Ainsi, une fois les différents plans de l'acteur incarnant tous ces personnages en boîte, il n'y aurait plus qu'à les mélanger entre eux pour donner l'impression que les acteurs interagissent avec leur double. Le tournage s'annonçait donc bien plus ambitieux et technique que le précédent, qui était déjà pas mal dans son genre. Mais quelques temps avant le début du tournage, Claudia Wells fait savoir à l'équipe qu'elle ne pourrait pas reprendre
reprend dans son rôle de Jennifer, la petite amie de Marty. Sa mère est en effet atteinte d'un cancer et la jeune actrice préfère rester à son chevet. Elle est ainsi remplacée par Elizabeth Shue, qui retrouverait Lea Thompson des années après avoir travaillé avec elle sur des spots de pub pour Burger King. Malheureusement, Elizabeth Shue était également en plein drame familial. Elle venait en effet de perdre son frère suite à un accident, et l'actrice avoue aujourd'hui qu'elle n'a quasiment aucun souvenir du tournage et de cette période de sa vie. Retour vers le futur 2 est en effet riche en drame, que ce soit devant ou derrière la caméra. Reste un dernier problème à régler concernant le casting, le cas Crispin Glover. Après une dernière tentative ratée de négociation avec l'acteur, les deux Bobs se mettent à la recherche d'un remplaçant, quelqu'un qui serait capable d'imiter sa performance. C'est ainsi que Jeffrey Westman, comédien d'Universal Studios spécialisé dans l'imitation de personnalités telles que Charlot, Groucho Marx et Stan Laurel, est contacté par la production. On lui propose alors d'être la doublure caméra de Crispin Glover. Le comédien passe des essais, puis finit par subir une session de maquillage de plusieurs heures où on lui applique des prothèses sur le visage. L'acteur, habitué du procédé, est étonné que ces prothèses ne viennent pas d'un moule de son propre visage, mais ne se pose pas plus de questions que ça. En réalité, les prothèses en question viennent d'un moule du visage de Crispin Glover réalisé pendant le tournage du film précédent. Une fois maquillé, il rencontre Robert Zemeckis et Dean Cundey pour des essais caméra. Face au résultat, Cundey déclare « C'est comme avoir Crispin sans les problèmes qui vont avec ». Mais une fois de plus, Westman n'y prête pas attention. Et quelques temps plus tard, il apprend avec surprise qu'il a obtenu le rôle de George McFly. Pas la doublure, le rôle, ce pour un cachet de $20 000. Effectivement très loin du million réclamé par Glover. Enfin, le 24 février 1989, le tournage débute pour une scène nocturne qui met directement Christopher Lloyd dans l'ambiance. En effet, ce dernier doit retourner la scène du premier film où le Doc de 55 vient de renvoyer Marty en 85. Rien de bien compliqué en soi, sauf que pour Lloyd, retrouver le même état émotionnel qu'il incarna 4 ans plus tôt s'avère dans un premier temps très compliqué. Et du côté de Fox, l'acteur doit continuer ses va-et-vient entre Sacrée Famille et Retour vers le futur, ce qui augure une nouvelle fois un tournage épuisant. Enfin, concernant Zemeckis, la pression est énorme. Cette fois-ci, il est bien conscient que le public l'attend au tournant et qu'il ne peut pas se permettre de se planter. Et en plus de ça, le tournage va s'avérer bien plus complexe que celui du premier film. Tout va bien. Bien vite, sur le plateau, c'est un véritable voyage dans le temps qui va s'opérer. L'équipe se retrouve ainsi à refilmer la dernière scène du film original, qui servira ici d'introduction, et surtout la séquence de la féerie dansante des sirènes, avec Marty chantant Johnny B. Goode sur scène. Cependant, pour Fox, l'énergie est différente. 4 ans ont passé depuis le tournage de la scène originale, et il réalise qu'il ne parvient pas à bouger aussi bien, qu'il souffre de légers déséquilibres, et qu'il a du mal à effectuer certains mouvements. Aujourd'hui atteint de la maladie de Parkinson, l'acteur interprète ces troubles comme les premiers symptômes de sa maladie. Mais recréer certaines scènes iconiques du premier film n'est qu'un défi parmi d'autres sur le tournage de cette suite. Il y a aussi la séquence du futur qu'on peut diviser en deux parties. D'un côté la partie grand spectacle, avec un décor gigantesque, 150 costumes délirants créés pour autant de figurants par Medical Elijah Wood, des effets visuels, des voitures futuristes, une poursuite en overboard, des cascades... Bref, de quoi augurer des journées de tournage bien fatigantes. Et de l'autre, la partie plus intimiste avec la famille McFly, où quasiment tous les acteurs sont couverts de prothèses faciales et où Fox incarne 3 personnages en même temps, requérant par conséquent une utilisation importante du système VistaGlide Motion Control et donc une planification millimétrée. L'acteur qui incarne le personnage de Needles, l'antagoniste du futur Marty, n'est autre que Flea, le bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers. Dream of Californication. Qu'est-ce que vous faites là ? Le repas de famille est donc tourné lors de la 6e semaine, avec le fameux plan particulièrement retors où Fox doit donner l'impression d'interagir avec lui-même en incarnant le père, le fils et la fille. Pour l'acteur, cette partie du tournage s'avère extrêmement complexe et nécessite une grande concentration de sa part, toute la réussite de la scène reposant sur sa performance. Du point de vue de l'équipe technique, ce n'est pas non plus une sinécure. Le système VistaGlide étant basé sur un jeu de précision parfaite pour pouvoir assembler les différents plans, si le moindre élément est déplacé entre deux prises, le résultat final sera gâché, ce qui impliquerait de tout reprendre depuis le début. La plupart des accessoires sont donc collés au décor pour éviter qu'il ne bouge. Sauf qu'un tremblement de terre vient frapper Los Angeles au bout de 2 jours de tournage sur cette scène. C'est ce qui s'appelle avoir un karma de merde. Fort heureusement, aucun effet négatif à déplorer sur le plateau. Pour Jeffrey Westman cependant, les choses se passent mal. Tout le monde l'appelle Crispin, ce qu'il trouve déplacé et irrespectueux, et il ne se sent pas à l'aise. Ses prothèses censées le faire ressembler à Crispin Glover le rendent difforme, et aucune bienveillance n'émane de l'équipe envers lui. Il avait l'impression d'être une sorte de lot de consolation, et pas un acteur à part entière. Il n'était rien de plus que l'acteur qui jouait Crispin. Sauf que lui ne coûtait que $20 000 au studio. L'équipe s'attelle ensuite à mettre en boîte la célèbre poursuite en overboard, qui demandera pas moins de 3 semaines de tournage. De nombreuses techniques seront ainsi utilisées pour rendre la scène possible et donner l'illusion du vol. Le but étant que le public croit dur comme fer que l'overboard existait bel et bien. Ainsi, lors d'un making-of promotionnel diffusé à la télé américaine avant la sortie du film, Zemeckis avait assuré que les overboards étaient réels, mais avaient été retirés de la vente car jugés trop dangereux par les associations de parents. Résultat, ILM a croulé sous les demandes. Sacré Robert, toujours le mot pour rire.
Mais le plan final de la poursuite se passe très mal pour une cascadeuse. Son déroulement est le suivant. 4 cascadeurs sont censés passer à travers les vitres du tribunal. Juste après, leur harnais serait détaché à distance et ils feraient une chute de 6 mètres bien évidemment amortie par des matelas. Car la sécurité c'est important. La cascade est donc d'abord répétée par les techniciens avec des sacs de sable à la place des cascadeurs, ce pour contrôler qu'ils atterrissent bien à l'endroit prévu. Sauf que les résultats sont très aléatoires et les sacs manquent souvent leur cible, atterrissant à côté des matelas. Pas franchement mise en confiance par les tests, la cascadeuse Morgan McCullough, qui double l'actrice Darlene Vogel, décide de quitter le plateau, estimant que sa sécurité n'est pas assurée. Car la sécurité c'est important. Elle est ainsi remplacée par Cheryl Wheeler-Dixon et la cascade continue d'être répétée pendant plusieurs jours avec les sacs de sable. Mais Wheeler n'est pas sereine. Elle est au courant de la raison qui a poussé sa prédécesseur à quitter le tournage et les tests approximatifs ne la mettent pas en confiance elle non plus. Ayant peur de passer pour une bleue, elle décide cependant de rester et le tournage du plan en question démarre. Les 4 cascadeurs attachés à leur harnais décollent vers les vitres du tribunal, mais Wheeler dévie sur la gauche et heurte un des piliers. Elle n'est pas passée à travers les vitres. Sonnée, tournoyant dans le vide, elle prie pour que les techniciens aient bien vu qu'elle était encore dehors et qu'ils ne détachent pas son harnais. Sauf que ce n'est pas le cas et son harnais se fait détacher à distance. La cascadeuse fait ainsi une chute de 6 mètres sur le béton. Tout le monde la croit morte, mais Wheeler s'en sortira malgré une commotion cérébrale et plusieurs os cassés au niveau du visage et du bras droit. En tout, c'est 4 opérations de chirurgie qui seraient nécessaires pour reconstituer son bras et son visage. Suite à cet accident, elle attaquera Universal en justice, qui finira par lui céder 13 000 $, une bien maigre compensation considérant les nombreux mois qu'elle a passés en convalescence, incapable de travailler. Bref, Retour vers le futur 2, ça a été un tournage particulièrement éreintant pour beaucoup de monde. Et donc, le 1er août 89, le tournage de ce deuxième opus est bouclé et l'équipe a droit à quelques semaines de repos avant d'enchaîner sur le troisième. Concernant Fox, il en a désormais fini avec le tournage de Sacrée Famille, ce qui lui permettra enfin de dormir convenablement et facilitera le reste du planning. En l'absence de Zemeckis, alors occupé avec le troisième film, Bob Gale et le monteur Harry Schmidt héritent de la supervision de la post-production. Le réalisateur effectuera ainsi de nombreux allers-retours entre Sonora, où a lieu le tournage, et Los Angeles, histoire de valider les décisions de ses 2 collègues, ce qui va vite s'avérer exténuant pour lui. Mais personne n'a dit que ça devait être facile. Comme pour le précédent, une projection test est organisée, mais cette fois-ci, contrairement au premier, l'accueil n'est pas enthousiaste. Le public ne s'attendait pas à ce que le film se termine sur un cliffhanger annonçant une suite et en est donc ressorti frustré. Le 20 novembre 1989 eut lieu la première mondiale à LA, et si le box-office fut plus que satisfaisant avec 331 millions de $ récoltés, l'accueil critique fut similaire à celui de la projection test, mitigé. Le public et la critique avaient pris cette fin comme une trahison. Ils s'étaient sentis floués de s'être investis dans une histoire de près de 2 heures dont ils ne verraient pas la fin avant plusieurs mois. Selon Bob Gale, cette situation aurait pu être évitée si le studio avait suivi ses directives en vendant le film comme la deuxième partie d'une trilogie. Cela aurait préparé le public psychologiquement, mais cette approche fut refusée par l'équipe marketing. Ne restait plus qu'à attendre le mois de mai pour avoir le fin mot de l'histoire. Du côté de Crispin Glover, les choses vont continuer de s'aggraver lorsqu'il apprend que l'équipe a fait en sorte que personne ne réalise qu'il avait été remplacé par un autre acteur. Les prothèses, l'appareil qui maintient George la tête en bas pour être sûr qu'on ne le reconnaîtrait pas, les stock shots du premier film, résultat, le public n'y avait vu que du feu et était persuadé que Glover avait bien repris son rôle. Fou de rage, l'acteur entre en contact avec Jeffrey Westman qui lui raconte sa désagréable expérience de tournage, sans oublier une anecdote qui lui reste en travers de la gorge. Un jour, Spielberg a rendu visite à Zemeckis sur le tournage et s'est retrouvé face à Westman, grimé et suspendu la tête en bas. Il s'est alors approché de lui et se serait exclamé en rigolant « Salut Crispin, je vois que tu as finalement eu ton million ». Glover réalise alors que l'affaire est encore plus grave que ce qu'il imaginait et il décide donc d'attaquer Universal pour utilisation non autorisée de son image. Pour lui, il y avait une ligne à tracer entre le personnage de George qui appartenait effectivement au studio et son apparence, son visage qui pour le coup était sa propriété. Universal céda finalement une indemnité de 760 000 $ à l'acteur et suite à ces événements, une nouvelle clause fut créée au sein de la Screen Actors Guild interdisant les producteurs à recourir à de tels procédés sans l'aval de l'acteur concerné. Il a failli l'avoir son million mine de rien. La bonne nouvelle, c'est qu'après de nombreuses années de brouille, Glover a fini par faire la paix avec Zemeckis, qu'il a retrouvé sur le tournage de Beowulf. La mauvaise, c'est qu'il en veut toujours énormément à Bob Gale, qu'il estime être un menteur et un escroc. Quant à Jeffrey Westman, dont le contrat l'interdisait formellement de parler avec Crispin Glover, Universal s'est arrangé pour le mettre sur liste noire à Hollywood. Bonne ambiance. Bref, parlons maintenant du film. Retour vers le futur 2 prend la suite directe du précédent, alors que Doc emmène Marty et Jennifer dans le futur pour régler un problème avec leurs enfants. Sauf que ce voyage va avoir des conséquences catastrophiques. En effet, le vieux Biff Tannen, qui semble être devenu un poil plus malin avec les années, vole la DeLorean pour se rendre en 1955 et se donner un almanach contenant tous les résultats sportifs des années 50 aux années 2000. Ainsi, lorsqu'il rentre en 1985, Doc et Marty débarquent sur une ligne temporelle alternative où Biff est devenu tout puissant. Désespéré, il ne leur reste plus qu'à retourner en 1955 pour empêcher Biff de se donner l'almanach et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Et c'est toujours un bon moment qui nous est offert par Robert Zemeckis et son équipe. La première des choses qu'on peut dire sur Retour vers le futur 2, c'est qu'il est extrêmement généreux. Le film démarre sur les chapeaux de roue et ne stoppe jamais sa course folle à travers
travers le temps. Et là où le premier film était basé sur un schéma relativement simple, comptant l'histoire d'un aller et d'un retour, j'insiste sur le relativement. Ici on fait face à un véritable road movie temporel. Le futur, un présent alternatif, le passé, c'est simple, les personnages ne passent jamais plus d'une demi-heure au sein d'une même époque. On sent donc que les deux Bob se sont fait plaisir en poussant à fond leur concept de voyage dans le temps sur cet opus, jouant sur les paradoxes et les différentes temporalités. Et ces différentes temporalités leur permettent ainsi de donner corps à quantité d'idées toutes plus dingues les unes que les autres, grandement aidées par l'excellente direction artistique de Rick Carter. L'acteur dans le futur démarre d'ailleurs très fort à ce niveau-là. Peu importe le coin de l'image où on regarde, il y aura toujours un élément pour retenir l'attention. On a l'impression que cette partie a été l'occasion pour les deux Bob de laisser libre cours à leur imagination, comme dans une gigantesque cour de récré pour adultes. Lorsque Marty fait face au requin des Dents de la Mer 19, on peut apercevoir le nom du réalisateur, Max Spielberg, qui n'est autre que le fils de Steven Spielberg. Et l'anecdote ne s'arrête pas là, donc pas de générique impromptu, merci bien. Dans le premier jet du script, ce n'était pas les Dents de la Mer 19 qui étaient censés être à l'affiche, mais Godzilla 2015, ce qui, à un an près, aurait pu prédire le Godzilla 2014 de Gareth Edwards. Et on va pas se mentir, c'est également purement jouissif de revoir les personnages qu'on avait tant aimé suivre dans le premier film. Doc et Marty sont fidèles à eux-mêmes, toujours aussi attachants et amusants, et on pourrait croire que Lloyd et Fox n'ont jamais quitté leur personnage, tant leur interprétation et leur alchimie semblent couler de source. Même chose concernant le second rôle. Si l'absence de Crispin Glover se fait ressentir, George McFly ayant un rôle extrêmement anecdotique, c'est pour donner plus d'importance au personnage de Biff. On pourra dire que si le premier film était celui de George, ce deuxième est celui de Biff Tannen. Le bad guy est en effet le véritable moteur de l'intrigue, permettant à Tom Wilson de s'en donner à cœur joie à travers pas moins de 5 incarnations différentes de son personnage. Le Biff des années 80 qui bosse pour les McFly, le jeune Biff des années 50, le vieux Biff de 2015, son petit-fils Griff, et le Biff des années 80 version Donald Trump. Véridique, les deux Bob ont avoué s'être inspirés de Trump pour créer cette version du personnage. Ainsi, si l'humour est bien évidemment toujours présent, Mom, is that you? ce deuxième volet suit la règle qui veut que le second opus d'une trilogie soit le plus sombre. Un principe que l'on retrouve dans de nombreuses sagas avec des films comme l'Empire contre-attaque, Indiana Jones et le Temple maudit, Le Monde perdu et The Dark Knight pour ne citer que. Toute la partie prenant place au sein du Biff horrifique s'avère donc marquée par le désespoir et le fatalisme. Ah bah, un monde dirigé par un pseudo-Trump, tu m'étonnes. On est bien loin de l'insouciance caractéristique de l'original, et j'imagine que cet aspect a pu également rebuter le public à la sortie du film, qui ne s'attendait sans doute pas à tant de noirceur. Ceci dit, on se retrouve rapidement en terrain connu quand les personnages font leur grand retour en 1955, et autant le dire clairement, c'est la partie la plus jouissive du film. On ne peut qu'être admiratif face à la recréation minutieuse des scènes cultes de l'original, et revisiter le film en adoptant un point de vue nouveau est une utilisation extrêmement bien vue du voyage temporel, qui permet à Zemeckis de donner littéralement au public ce qu'il attend d'une suite. La même chose, mais en différent. C'est d'ailleurs ce même mantra qui guide les 15 premières minutes de film dans le Hill Valley du futur, où Marty fait face à Griff au sein d'une séquence dont le déroulement est un copier-coller de la poursuite en skateboard du premier film, mais dans un cadre futuriste. On pourra au choix interpréter ce parti pris comme de la paresse, ou comme un moyen de jouer sur l'aspect intergénérationnel au cœur même de la saga, qui veut que quoi qu'il arrive, chaque génération fait face aux mêmes problématiques. Plus les choses changent, et plus elles restent les mêmes, c'est bien connu. Je trouve donc que le scénario est vraiment cool, et que toute l'histoire autour de l'Almanach est extrêmement bien pensée. En résulte un film sur l'aveuglement face à l'appât du gain, et toutes les conséquences néfastes qu'un tel comportement peut entraîner. Et j'avoue que je peux pas m'empêcher d'y voir une pique destinée à Sid Sheinberg et Universal. Oui, j'ai une interprétation méta pour chaque opus de la saga. La façon dont Biff s'approprie la DeLorean pour en faire ce qu'il veut, autrement dit gagner de l'argent, le tout pendant que Doc et Marty ont le dos tourné, ça m'évoque Sid Sheinberg qui s'approprierait Retour vers le futur pour produire des suites de mauvaise qualité, obligeant ainsi Doc et Marty, Zemeckis et Gale à réparer les pots cassés et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. C'est bien foutu quand même. Ceci dit, tout n'est pas parfait dans Retour vers le futur 2. Pas tapé. Je trouve en effet que, de par sa structure, cet opus a un aspect un peu fourre-tout. En fait, beaucoup d'éléments du film sont à double tranchant, ayant à la fois un bon et un mauvais côté. Retour vers le futur 2 serait donc un film paradoxal ? Par exemple, je parlais du fait que le film était structuré comme une sorte de road movie temporel. C'est super comme idée, car elle permet d'aller au bout du concept, mais du coup, le film s'éparpille énormément. Et j'avoue que la simplicité du premier film manque beaucoup. En plus de ça, tout s'enchaîne trop rapidement. Alors ça résulte certes en un film rythmé où on ne s'ennuie pas, mais par conséquent, je trouve que ça manque un peu de moments pour respirer, et qu'il en résulte parfois une impression de trop plein. Et la durée du métrage vient enfoncer le clou. En soi, il se passe beaucoup plus de choses dans cette suite que dans l'original, mais pourtant, le film est quasiment 10 minutes plus court que le premier. Retour vers le futur 2 me paraît donc légèrement moins maîtrisé dans sa narration. Est-ce que l'absence de Zemeckis à l'écriture et lors de la post-prod y est pour quelque chose ? Allez savoir. Après attention, c'est pas grand chose, ça reste un super film et là je suis en train de chipoter. Bon, en même temps on est là pour ça, hein. Mais ça reste le défaut du film selon moi, il s'y passe trop de choses et sur une durée trop courte, ce qui fait qu'on frôle parfois l'indigestion. Retour vers le futur 2 est donc un super divertissement extrêmement inventif, mais j'avoue que je préfère la simplicité du premier film, que je trouve beaucoup moins fourre-tout et par conséquent bien plus maîtrisé dans sa narration. Ceci dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime Retour vers le futur 2, mais bon, c'est la suite d'un film parfait, du coup forcément, c'est pas évident de passer après. Je vous laisse avec John Michael maintenant.
Oh salut ma gueule, c'est la voix off de John Michael, et j'ai des cadeaux pour toi petite fripouille. Pour gagner un lot comprenant le tome 1 du comics Retour vers le futur écrit par Bob Gale lui-même, ainsi que Voyage temporel aux éditions Flamival, dans un premier temps, il te sera demandé d'aller les suivre sur les réseaux sociaux. Dans un second temps, j'ai 3 questions pour toi. Question 1, quel était le titre provisoire de Retour vers le futur 2? Question 2, quelle était l'activité de Jeffrey Westman avant d'être engagé pour incarner George McFly? Question 3, quel acteur célèbre fit ses premiers pas en tant que jeune figurant dans la séquence du futur? Envoie-moi tes réponses par mail à subjectivementobjectif@gmail.com avant le 5 février avec comme objet concours vers le futur et en mettant bien tes coordonnées. Le tirage au sort aura lieu le 5 février et j'informerai les 2 gagnants dans la journée. Bonne chance à tous et un grand merci aux éditions Flamival pour avoir joué le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!